Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette conférence de Richard Scoffier que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Rapidement et en quelques mots, sachant qu'une présentation est toujours évidemment bien limitée par rapport aux qualités, à la grande qualité des intervenants que nous avons à l'école de Strasbourg. Quelques mots donc pour dire que Richard Scoffier est architecte, mais pas seulement architecte. C'est aussi un érudit de la question de l'architecture qui a commencé sa carrière avec les albums de l'architecture qui finalement l'ont poussé à ouvrir son agence où il fait des projets choisis de façon très libre et très personnelle. Et je pense que c'est une des caractéristiques de ce travail qui se retrouve aussi évidemment dans l'ensemble des grandes scénographies. Tu as été de nombreuses fois commissaire d'exposition. En particulier, tu as été le commissaire du pavillon grec de la Biennale de Venise, mais tu as aussi participé à la Biennale qu'avait organisée Jean Nouvel, Parole forte. Tu as aussi une activité évidemment de critique et d'écrivain. Tu écris dans des revues remarquables, à commencer par Bauwelt, la grande revue allemande de critique et de questionnement sur le fond de notre discipline. Tu collabores à Da très souvent, mais aussi tu as écrit pour Archiscopie. Tu as écrit un ouvrage sur les fondements de l'architecture, c'est-à-dire les questions essentielles. Et pour moi, tu t'inscris dans ce triptyque classique qui est celui de construire, enseigner, et donc aussi diffuser et écrire pour communiquer. Et donc dans cette relecture critique que tu mènes sur notre monde contemporain, tu as évidemment des assises anciennes qui t'ont valu quand même, pour la critique en tout cas, le grand prix de la critique de l'Académie d'architecture, dont tu es un membre titulaire éminent de cette académie. Donc ravi aussi de te recevoir. Et par ailleurs, tu as ce regard très particulier qui est, à mon sens, un peu, tu pourrais être, si je peux me permettre, le Daniel Arras de l'architecture. C'est-à-dire que quand on n'y voit rien, tu nous donnes à voir. Et je pense que voilà, tu es cet érudit, ce critique, mais surtout aussi ce passeur et cet esprit libre qui nous enchante, parce que tu as aussi créé, dans le cadre de cette diffusion, cette université populaire du pavillon de l'Arsenal, où tu professes des cours qui sont ouverts évidemment à tout le monde, mais en particulier à des habitués parisiens, et qui est d'un niveau, je trouve, parfait, très professionnel, et qui s'adresse à des gens, aussi bien des professionnels que tous les usagers et parisiens, sur des questions qui relèvent de l'architectonique, des usages, des pratiques et des questions théoriques, puisque tu as aussi évidemment assuré comme professeur en projet d'architecture, aussi bien à Versailles qu'à Val-de-Seine, je ne l'ai pas dit. Tu as évidemment participé à la création de cette culture architecturale et leur diffusion aux étudiants de licence et de master. Et je t'en remercie. Et je te remercie surtout d'être ici maintenant, aujourd'hui avec nous, et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Georges, pour ta présentation très élogieuse. Merci de m'avoir invité. Vous allez peut-être le regretter. Voilà, bon, en tout cas, pourquoi je suis ici ce soir? D'abord parce que je vais bientôt partir à la retraite de l'enseignement, et je pensais que c'était le bon moment pour revenir un tout petit peu sur ce que j'ai enseigné, notamment en projet et notamment en première année, depuis que je suis dans cette école, pas cette école, mais enfin l'école dans laquelle je suis, qui s'appelle Paris-Val-de-Seine, après avoir enseigné pendant très longtemps à l'école d'architecture de Versailles. Voilà, et c'est vrai que depuis que je suis à Val-de-Seine, voilà, je m'intéresse à un truc, putain, qui m'avait pas intéressé auparavant. J'ai construit, mais franchement,
Bon, bien sûr, quand on construit, on s'intéresse à la construction, on s'intéresse à la structure, mais ça a jamais, pour moi, ça n'a jamais été le truc fondamental. Et là, après avoir discuté avec des gens, notamment, bon, dans une certaine circonstance, je vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais avec Marc Mimram, avec aussi les gens qui composaient mon équipe quand j'ai travaillé à Versailles, notamment Jean-Patrice Canori, j'ai commencé à me dire que, ouais, peut-être finalement, la structure, c'était un truc super important. Alors, bon, je vais pas vous parler de structure comme ça, je vais pas faire un cours de structure, putain, je suis pas ingénieur. Mais par contre, je vais essayer de réfléchir avec vous, parce que c'est vrai que je sais, avant de rentrer ici, bon, je savais pas trop. Enfin, en général, quand je fais une conf, je sais pas ce que je vais dire, et puis quand j'ai fini, je sais pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Je pense que c'est un moment de réflexion. Comment, avec le public, même si le public il parle pas, il écoute, mais l'écoute, ça a toujours, disons, une incidence sur ce qui est dit. C'est vrai que la salle est très disséminée. J'ai pas trop l'habitude de parler dans les salles à moitié vides, mais bon, pourquoi pas. Hein, je vais donc essayer de faire cette conférence. Voilà. Donc voilà la structure. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est si important la structure? Parce que voilà, je pense qu'il est important, vous voyez, quand on fait des choses, d'essayer de se raconter des histoires, vous voyez, ou même d'essayer de se dire, mais c'est quoi, voilà, quelle est la relation entre, par exemple, l'architecture. Pourquoi l'architecture, elle peut être considérée comme si fondamentale, voilà, par rapport à l'être humain, par rapport à l'homme, vous voyez. On dit qu'il y a des architectures animales. Excusez-moi, j'y crois absolument pas, quoi. Bon, l'architecture, c'est un truc, c'est ce que je vais donc essayer de vous dire aujourd'hui en parlant de la structure. L'architecture, c'est un truc d'absolument essentiel. Et pourquoi c'est absolument essentiel? Parce que quand vous êtes né, vous, je sais pas, toi, là, par exemple, tu vois, tu étais complètement incapable de rien. Et pourquoi tu étais incapable de rien? Parce que en général, l'être humain, vous voyez, il naît à long terme, vous voyez. Il y a 9 mois de gestation, et puis ensuite, il est dépendant complètement, de sa maman, de ses parents, pendant autant de temps, pendant 9 mois. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais parler de ça, prendre dans ses bras, si vous voulez, vous voyez. Donc vous sortez ensanglanté du ventre de votre mère, et vous êtes incapable de rien. C'est-à-dire que n'importe quel animal, même un petit chat, il peut vous tuer, si vous voulez, vous voyez. Et n'importe quel animal, quand il sort du ventre de sa mère, eh bien, il est capable pratiquement de marcher, d'évoluer, enfin, à part quelques cas particuliers, de très rapidement arriver à subvenir à ses besoins. Tandis que vous, non. Vous ne pourrez pas le faire. L'homme ne peut pas le faire, voilà. Et donc d'abord, voilà, il a fallu les bras, de sa maman, voilà, comme c'est représenté dans cette peinture. Voyez. Il faut surtout pas voir la thématique religieuse. C'est pas ça du tout. Là, ce qu'on voit, vous voyez, c'est une mère qui porte son enfant dans ses bras. L'enfant, il est complètement immature, il est incapable de marcher, il est incapable de manger tout seul, et donc il a besoin donc de sa mère pour pouvoir survivre. Voilà, et sa mère va lui apporter la nourriture, elle va lui apporter la chaleur de ses bras, mais surtout, voilà, elle va le porter, voilà, elle va le soulever. Voilà, il sera pas au niveau, elle va l'arracher au sol, là où il y a grouille tous ses ennemis. Et on le voit d'ailleurs dans l'image, vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là, cet avorton? Eh bien, il regarde, il observe, voyez. Il observe ce qui se passe autour de lui. Ce qu'aucun animal est capable de faire, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que dans la jungle, si jamais tu te lèves et tu regardes et tu contemples l'horizon, tu te fais tout de suite tuer par ton prédateur. Là, non. Pourquoi? Parce qu'il est protégé. Il est protégé par les bras, par le corps maternel. Et donc, il peut regarder au loin. Voilà. Et quand l'humanité évolue, eh bien, effectivement, petit à petit, si vous voulez, l'architecture, ça va être, disons, un dispositif prothétique qui va prendre le relais de la mer. Vous voyez là, vous, par exemple, ici,
qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pratiquement comme lui, quoi. Vous voyez, hein, vous avez besoin d'être dans cette école. Cette école, elle remplace les bras de votre mère, hein, et puis cette école, elle vous permet, hein, comme effectivement les bras de cette femme, vous voyez, hein, de regarder au loin. Hein. Par exemple, de venir dans cet amphi, écouter des gens intéressants comme moi. Vous voyez, voilà, tout ça, c'est toute une machine comme ça, hein, tout un mécanisme, hein, qui permet effectivement donc à l'humanité d'évoluer. Et pourquoi elle évolue? Parce que justement, hein, c'est cette faiblesse fondamentale, hein, qui l'a fait évoluer. Hein, c'est-à-dire que l'homme, voilà, il naît avant terme, il n'a pas de carapace, il n'a pas d'épines, il n'a pas de crocs, il n'a pas de cornes, hein, et donc il a besoin, hein, d'être protégé. Et ensuite, effectivement, donc, avec l'évolution de la société, eh bien, il y a des tas d'équipements, hein, qui viennent remplacer, hein, les bras maternels. Comme ici, effectivement, on pourrait dire que cette école, eh bien, quelque part, elle remplace, vous voyez, hein, les bras maternels, et puis elle vous pousse, vous voyez, à évoluer, à regarder le monde. Voilà, soulever, c'est le truc essentiel. Hein. Bon, j'ai une image comme ça, hein, prise dans la peinture classique, Giovanni Bellini, voilà, le Christ, il est soulevé, hein, puis bien sûr son corps est transformé. Et là, voilà, hein, la cité radieuse de Le Corbusier, hein, effectivement, vous voyez, le bâtiment se soulève, hein, pratiquement sur ses pieds, et puis il porte, hein, ses habitants, ses occupants, et il leur offre, justement, vous voyez, hein, une vue. Voilà, hein, sur les montagnes et sur la mer, hein, qui entoure le bâtiment. Hein. Voilà, il les protège, vous voyez, il les soulève, voilà, hein, et il leur permet, voilà, hein, ce qui n'est pas de contempler, hein, sans se mettre en danger, sans s'exposer, hein, le paysage autour, hein, des occupants. Voilà, vous voyez le bâtiment qui se soulève. Et voilà. Mais là, c'est la structure. Là, c'est une ossature porteuse. Comme il y a une mer porteuse, vous voyez, hein, qui porte les gens, hein, et qui les pousse, donc, hein, qui porte les êtres humains, voilà, et qui les pousse, voilà, hein, vers leur destin. Bon, on pourrait commenter aussi le fait qu'il y a une école maternelle, justement, vous voyez, hein, tout en haut, hein, du bâtiment. Voilà, autre exemple, bon là, plus du tout corbusierien, d'ailleurs, ce sera la seule référence à Le Corbusier. Voilà, c'est le bâtiment de Myoto, donc à Saclay, hein, près de Paris. Donc c'est la même chose, si vous voulez. Hein, c'est juste une structure, vous voyez, hein, juste une ossature porteuse, vous voyez. Il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a rien. Hein, et finalement, c'était très intéressant aussi, c'est que bon, ils avaient un programme. Hein. On leur demandait de faire des terrains de sport, on leur demandait de faire des restaurants, on leur demandait de faire des salles de gymnastique, et plutôt de fragmenter, de faire des terrains de sport en plein air. Ils ont fait des couches programmatiques et ils ont mis donc les terrains de sport au-dessus du bâtiment. Voilà. Et là, c'est pareil. Oui, c'est une ossature porteuse, hein, donc qui permet, voilà, vous voyez, à tous ces programmes, hein, d'interférer entre eux et de coexister. Hein, tout est fait, voilà, vous voyez, hein, pour que on sente, voilà, hein, que le bâtiment porte. Oui, par exemple, il y a un côté très maniériste, c'est-à-dire que les poteaux, vous voyez, ils sont le plus fin possible. Hein. Ils sont ferraillés à mort, vous voyez. Et les poutres, les retombées de poutres, elles font 90 cm, et donc là, c'est l'inverse, vous voyez. Hein, elles sont les plus hautes possibles. Hein, les ingénieurs n'étaient pas d'accord, mais ils les ont pas écoutés, et donc ils ont fait partout 90 de retombées, hein, pour qu'on ait comme ça, vous voyez, cette impression, vous voyez, hein, de soulèvement, de poussée, d'arrachement, vous voyez, au sol. Même le basketteur, il va pas, vous voyez, basketter, hein, là où il y a les vaches, là où il y a les voitures, là où il y a les chiens errants. Non, là, hein, il est porté, hein, par l'architecture, hein, pour que justement, hein, finalement, son évolution dans l'espace, elle soit perçue, voilà, comme une véritable scénographie. Voilà les images, hein, des grandes salles, très simples. Il n'y a pas d'enveloppe, vous voyez, il n'y a pas
il n'y a pas de protection. La seule chose, effectivement, ce sont des sols, et puis c'est des hauteurs sous plafond différentes. Là, c'est une double hauteur parce que c'est une salle qui sert aujourd'hui de salle de restauration, mais qui pourra servir à autre chose après. Et tout repose, si vous voulez, voyez, là encore, vous voyez, dans l'ossature porteuse. Autre exemple, et là on voit que, voilà, on peut sortir complètement. Vous voyez donc du poteau-poutre ou du poteau dalle. C'est le très beau bâtiment de Ramcolas et Doma pour la très grande bibliothèque de France. C'était le projet pour la bibliothèque François Mitterrand que Perrault a gagné. Je trouve très bien le projet Perrault, je ne vais pas critiquer, mais c'est vrai que ce projet-là, il était vraiment totalement étonnant, si vous voulez, par rapport à ce que je viens de faire voir, parce que voilà, il voulait faire un cube, vous voyez, translucide, et dans ce cube translucide, c'est comme une sorte d'espace amniotique avec des réserves de livres, et dans ces réserves de livres, voilà, devaient flotter, vous voyez, là encore, comme des espaces embryonnaires, comme des embryons, voilà, vous voyez, dans un placenta, eh bien, les salles de lecture. Mais, pour faire ce truc, vous voyez, au lieu de faire des poteaux très fins comme Miotto, il a fait des murs, des refends porteurs, vous voyez, donc des voiles porteurs. Et là, vous voyez, vous avez le rez-de-chaussée est complètement ouvert parce que vous avez des colonnes en forme de X, voilà. Et ensuite, les étages, eh bien, ce sont des grands voiles qui viennent reposer à chaque fois au sommet des X. Et donc, il a réussi l'exploit, si vous voulez, de prendre, vous voyez, disons, le mode constructif le plus éloigné de ce qu'il voulait faire pour mieux le faire. C'est-à-dire des voiles, non pas des poteaux et des dalles, donc très transparents, mais là on voit une coupe, disons, théorique sur le voile, avec les salles embryonnaires qui viennent le traverser et qui sont portées par lui. Voilà le plan, les voiles porteurs, et puis l'espace amniotique avec les réserves et les livres, et puis donc l'espace embryonnaire, donc là, une salle de lecture donc en hélice. Voilà, autre manière, vous voyez, donc après simplement soulever, c'est faire passer. Voilà, vous voyez. Là encore une image qu'il faut pas regarder, c'est pas Saint-Christophe, on s'en tape, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre. D'ailleurs, à ce titre, il y a un très beau livre de Michel Tournier, je ne me rappelle pas de son titre d'ailleurs, mais enfin peu importe. C'est un homme qui aime, je me rappelle plus le titre, enfin c'est pas grave, qui veut absolument porter les gens. Vous voyez. Et donc, et quelque part, c'est ça aussi l'architecture, parce que c'est quelque chose qui veut absolument vous porter, voyez, vous pousser vers votre point d'incandescence. Et là, donc, c'est Saint Christophe qui permet au Christ de traverser le fleuve. Et là, si vous voulez, il y a un autre aspect aussi fondamental. Vous voyez, on a vu l'ossature porteuse, mais c'est le rapport que l'architecture entretient toujours, voilà, avec l'infrastructure. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très souvent des plateaux qui vous permettent d'évoluer. Et c'est quelque part, c'est ça vraiment, vous voyez, le principe fondamental de l'architecture. C'est vous soulever du sol et puis vous permettre de librement évoluer tout en étant protégé. L'architecture, c'est pas une histoire de forme, c'est pas une histoire de volume. C'est une histoire, disons, beaucoup plus, disons, violente presque. Voyez, on vous arrache du sol et on vous porte. Voilà un pont fait par un architecte. C'est le pont de Boulogne-Billancourt de Marc Barani. C'est pas une passerelle, c'est un vrai pont sur lequel passent des voitures. Et là on voit, vous voyez, c'est tout pareil, c'est comme une sorte de cage thoracique, vous voyez. Donc, qui permet, c'est encore une ossature porteuse, voilà, qui permet donc aux voitures et aux piétons de passer, mais pas seulement ça, il y a aussi donc les fluides qui permettent, il y a tout un réseau, des réseaux aussi qui passent dans ce pont, c'est comme une sorte de cordon ombilical qui relie donc Boulogne-Billancourt à l'île Seguin. Voilà, vous voyez, c'est une sorte de cage thoracique, donc une ossature porteuse. Voilà, c'est pas,
Oui, c'est pas l'architecture, c'est ça. C'est simplement ce qui vous soulève, hein, qui vous porte, hein, qui vous permettent, qui vous met en sûreté et qui vous permet justement de regarder voilà, hein, ce qui se passe au loin, hein, de méditer sur le monde. Hein. Voilà ce que ne peut pas faire l'animal. Voilà, je passe sur la coupe. Voilà, ça c'est le tablier. Il est vraiment la coupe sur le tablier. Voilà, il est vraiment intéressant parce que quand le pont part, vous voyez, les piétons et les voitures sont au même niveau. Et puis quand il arrive vraiment à son acmé, vous voyez, les passages piétons s'abaissent hein, pour que les gens qui sont en voiture puissent là encore, vous voyez, voir complètement, hein, sans limite, voilà, sans entrave, hein, puissent voir complètement le paysage, vous voyez. Hein, puisque effectivement les passages piétons, hein, ça fonctionne comme des sauts de loup, hein, et donc ça permet de libérer complètement le pont de tout obstacle, hein, et ça permet voilà ça porte voilà, hein, et ça permet hein, de voir, de méditer, voilà. Hein. Là, on voit donc la photo avec le passage et puis le passage des piétons en contrebas, hein, et le passage voiture, hein, sans aucune barrière, hein, sans aucune entrave. Voilà, je te porte, et putain, tu peux voir. Autre exemple, hein, c'est un bâtiment, c'est un gymnase fait par l'agence CAB. J'ai parlé tout à l'heure de Jean-Patrice Calori. Et là, c'est un projet qui n'a pas pu se faire, c'est un projet lauréat d'un concours, mais bon, bien sûr, c'était l'idée de faire un équipement au-dessus du périphérique, mais ça a posé beaucoup de problèmes, donc finalement le projet a été abandonné. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire, vous voyez, là encore, voilà, de faire une salle de sport, hein, mais de faire en sorte que ce soit quelque chose qui est porté, qui est soulevé, hein, et qui est pas effectivement pas comme le pont de Barani, voilà, hein, donc qui est au-dessus de la Seine, hein, mais là c'est un pont. Hein, qui te permet, tu vois, de voir le périphérique, voilà, hein, comme un fleuve, tu vois, voilà, un fleuve d'acier, hein, un fleuve de lumière. Hein. Et ça permet aussi, donc, tout en faisant du sport, hein, de contempler. Et ce qui est intéressant surtout dans ce pont, c'est que, voilà, le tablier, si vous voulez, il est très fin. Hein. On le voit en bas, là, c'est un truc très fin. Hein. Et pourquoi il est très fin? Hein, parce qu'il fallait absolument qu'il soit, il y avait des hauteurs, il y avait des limites partout, des limites de hauteur pour les camions, et puis ensuite il fallait absolument qu'il soit au niveau du sol, donc il est très fin, et donc il porte rien, ce tablier. Hein. Il est porté, vous voyez, il est porté donc par les poutres virindelles hein, qui sont en haut, et par tout un système de poutres et de câbles hein, qui le suspendent, voilà, au-dessus du périphérique. Voilà, vous voyez, c'est ça peut-être l'architecture, vous voyez. Hein, donc voilà, soulever, arracher au sol, protéger de cette façon-là, vous voyez. Hein, et puis ensuite, voilà, il y a mille façons. Il faut quand on fait de l'architecture, il faut réfléchir tout de suite. Voilà, comment je vais faire? Comment est-ce que mon pont il va être porté par des arches, par des haubans, hein, par des câbles, hein, ou est-ce que comme ici, si vous voulez, il va simplement être porté hein, par des choses très simples, très minimales. Hein, c'est pas des haubans, c'est pas des arches, hein, c'est simplement des poutres virindelles hein, qui supportent d'autres poutres transversales, qui portent des câbles, qui portent des poutres que l'on voit sur la coupe, qui portent le tablier, hein, le sol du gymnase. Voilà. Autre exemple de pont. Hein, donc un très beau projet de Joseph Luis Matteo à Boulogne-Billancourt. Hein, c'est un immeuble de bureaux. Hein, et là encore, hein, vous voyez, c'est un pont. Mais vous voyez, mais là encore, le choix hein, pour porter les plateaux, pour porter les planchers, il est totalement différent hein, de celui de l'agence CAB, hein, puisqu'en fait, si vous voulez, on voit très bien sur la photo de nuit, vous voyez, hein, la façade elle est très vitrée parce que c'est des immeubles de bureaux, il y a beaucoup d'ouvertures, voilà. Mais des ouvertures, vous voyez, on sent que elles obéissent à des règles, et on voit, si vous voulez, que elles dessinent quelque part, vous voyez, une gigantesque poutre treillie hein, qui permet effectivement de diriger
parfaitement les charges. Et en fait, ce qui est fascinant dans ce bâtiment, c'est qu'en général, quand on fait du bureau, vous avez un noyau porteur, et puis après, la façade, c'est une façade rideau, où il y a des colonnes, et il y a des pilotis, et puis après, c'est une façade rideau. On dit que là, non, c'est pas une façade rideau, c'est une façade porteuse, comme voilà, mais qui peut porter des poids énormes, si vous voulez. Elle est faite presque pour porter des trains, des poids lourds, vous voyez. Et donc elle libère complètement l'espace. Et comme on le voit, vous voyez, ce sont des règles. Donc d'ingénieurs qui président quelque part, vous voyez, au dessin de la façade, pour justement lui permettre de parfaitement s'ancrer dans le sol et de porter, voilà, vous voyez, de porter les gens qui vont travailler, voilà. Et effectivement, les gens qui vont travailler là-dedans, ils sont portés, voilà, comme dans le ventre presque de leur maman, vous voyez, par deux parois, donc en béton, à la fois épaisse, protectrice, mais surtout porteuse. Voilà, la coupe, vous voyez, il n'y a pas de poteau intermédiaire. Tout est porté par la façade qui se plisse, vous voyez, pour pouvoir se rigidifier. Et puis à l'intérieur, voilà, vous avez de gigantesques plateaux de bureaux. Voilà, autre exemple, encore plus délirant, je trouve, c'est le projet de, comment il s'appelle, Pierluigi Falucci. Et c'est vrai que ce type, c'est fou parce que ce projet, il n'en parle jamais, personne ne l'a vu, personne ne le connaît. C'est un centre, enfin c'est une mosquée, voilà, à Boulogne-Billancourt, encore. Et c'est vrai que c'est fascinant parce que, voilà, c'est un bâtiment, une mosquée, bon, en général, un bâtiment religieux, vous voyez, où à côté, il y a des architectes que je nommerai pas qui ont fait une église, donc ils ont fait un clocher. Lui, il a fait donc, disons, la mosquée, et sa mosquée, c'est une véritable machine à prier, quoi, vous voyez. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de minaret, il n'y a rien. C'est vraiment, donc, on va le voir, une sorte d'infrastructure qui permet de prier. Et quand on rentre là-dedans, putain, je vous garantis qu'on comprend, vous voyez, la puissance de la religion musulmane, quand on rentre dans l'espace et qu'on voit tous ces gens qui sont aplatis par terre, en train de prier, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, il y a pas besoin d'autre chose, quoi, disons que de multiplier les plateaux pour qu'ils puissent prier dans un espace minimal. Voilà, donc voilà, ça c'est le plan, vous voyez, donc la mosquée, donc elle est au centre, vous voyez, donc à côté, c'est tous les trucs qui sont à côté d'une mosquée aujourd'hui, il y a une école coranique, il y a des vestiaires, des choses comme ça. Donc on voit pas grand chose sur le plan. Simplement, on voit aussi que, vous voyez, la structure, elle est en retrait par rapport à la façade. C'est des poteaux qui portent, on va le voir, les plateaux de prière superposés. Et donc la façade, elle vient se greffer ensuite, elle vient se greffer sur la structure. Et là, vous voyez, on comprend tout maintenant. Voilà. C'est comme une autoroute à 3 voies, vous voyez, où les gens se prient. Donc en dessous, c'est la salle principale. Donc c'est là où il y a toujours, c'est la salle où on vient prier d'habitude. Après, la première mezzanine, c'est la salle complémentaire. Et puis la dernière, c'est la mosquée des femmes. Vous voyez, voilà, c'est ça, une mosquée. C'est simplement une infrastructure, voilà, comme une autoroute. C'est un pont. Voilà. Donc tu as un seul plat. Tu as l'horizontale, voilà, tu peux t'allonger, il n'y a pas de problème, et donc tu peux prier. Voilà. Et ce qu'il y a de fou aussi, c'est que vous voyez, il y a sur la coupe, excusez-moi, vous voyez, on voit en toiture un amphithéâtre. En fait, cet amphithéâtre, il sert à rien, quoi. Il n'y a jamais personne. Et d'ailleurs, le mec qui me l'a fait visiter, c'était le directeur de la mosquée, il comprenait pas pourquoi Falucci avait fait un amphithéâtre. Et en fait, pourquoi il a fait un amphithéâtre? Et simplement, vous voyez, on le voit à peu près sur la coupe, c'est pour que l'amphithéâtre, vous voyez, il amène de la lumière, vous voyez, on voit, au fond, il est vitré, il amène de la lumière, voilà, simplement sur le mur du fond. Vous voyez. Donc, il y a juste un jeu entre plateaux horizontaux, et puis lumière, ambiance lumineuse, totalement parfaite, pour justement, c'est peut-être effectivement ce qu'on peut demander, voilà, effectivement, vous voyez, à l'architecture, une lumière, la bonne lumière, et puis donc un espace libre, un espace, des plateaux libres, des plateaux parfaitement horizontaux,
dans lequel on peut faire ce qu'on veut, et ici, notamment, s'agenouiller, s'allonger et prier. Voilà, je vous laisse regarder les images. C'est vrai que, vous voyez, la façade, donc, elle vient se fixer par une ossature métallique secondaire à l'ossature béton, mais elle vient pas interférer, vous voyez. C'est comme s'il avait fait, vous voyez, parce que pour lui, il pouvait pas y avoir d'enveloppe, vous voyez. Il a vraiment voulu faire, voilà, je vous dis, une autoroute à 3 voies superposées pour que putain on puisse prier, quoi. Voilà, on voit la qualité de la qualité de la lumière, la qualité de l'espace. Et vous voyez, il y a pas, voilà, le garde-corps, c'est rien, quoi. C'est un garde-corps de passerelle, mais voilà, on n'a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de symbolique, vous voyez. Voilà, puis là, c'est la manière, vous voyez, dont la façade, elle vient donc s'appuyer grâce à une structure secondaire métallique à la structure primaire en béton. Bon, après, bien sûr, on peut surélever, voilà. C'est vrai que là, j'ai pris cette image parce que je trouve cette sculpture, elle est démente, quoi. C'est Jean de Bologne, c'est l'enlèvement des Sabines, elle est à Florence, là, dans la loggia des Lanzi. Mais enfin, je voulais prendre une autre image, mais je l'ai pas trouvée. Je voulais prendre celle parce que, bon, de toute façon, ça aurait été un peu exotique, parce que j'ai plus que des éléments de la peinture et de la sculpture classique. Mais je voulais prendre aussi l'image, vous voyez, par exemple, dans le film de John Ford, La prisonnière du désert. C'est John Wayne, donc il recherche, je sais pas quoi, sa nièce, qui a été enlevée par les Indiens. Et puis à la fin, il la retrouve. Et en fait, cette fille, elle a complètement adopté le mode de vie indien. Elle veut pas le reconnaître. Et lui, bien sûr, John Wayne, il est raciste. Et donc à la fin, il lui court après. Et puis on a l'impression qu'il va la tuer. Et puis en fait, au lieu de la tuer, il la prend et il la soulève comme ça vers le ciel. Il y a aucun dialogue, il y a rien. Et voilà, c'est ça aussi, voilà, soulever. Y a pas de, vous voyez, c'est ce que peut faire l'architecture. Elle va pas te dire t'es beau, t'es mignon, je t'adore trop, mais elle va te soulever, elle va t'arracher au sol et elle va te soulever, voilà, pour te permettre donc d'être comme ça, en position dominante par rapport au monde qui t'entoure. Voilà le projet complètement dément. Putain, ils ont pas gagné ce concours, c'était impossible qu'ils gagnent de toute façon. C'était le projet, déjà assez ancien, il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, même plus, 30 ans. Le projet pour l'église Notre-Dame de la Pentecôte à la Défense d'Ibos et Vittard. Bon, cette église a été construite par, comment il s'appelle, Franck Amouten. Mais là, vous voyez, c'était sidérant, voilà, d'avoir fait ça à la Défense, vous voyez, où tous les bâtiments sont hauts. Donc, plutôt de faire, en plus, le programme d'église, c'était juste, je sais pas, 1000 mètres carrés, peut-être, c'était rien, quoi, voilà, vous voyez. Et donc, pour arriver à rivaliser avec les tours, donc, ils ont fait ça, vous voyez, ils ont vraiment, quelque part, voilà ce qu'on attend de l'église, voilà, vraiment, qu'elle nous élève, vous voyez, mais pas qu'elle nous élève par la prière ou par les chants, mais vraiment par son architecture, Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir des ascenseurs, comme ça, qui vous montent, jusqu'à l'église, au lieu de culte. Bien sûr, c'est un truc qui était absolument impensable, puisque d'abord, parce qu'on n'imagine plus aujourd'hui, si vous voulez, qu'on fait des églises, des rituels de ce type. Il faut vraiment que ce soit des espaces complètement neutres, où simplement les gens peuvent se rassembler. C'est vrai que c'est plus du tout. Même, je sais pas, Borromini reviendrait aujourd'hui, il ferait pas des églises, il ferait, je sais pas quoi, il ferait pas des mosquées non plus, mais voilà, je sais pas ce qu'il ferait d'ailleurs. Voilà, donc c'est plus du tout dans l'air du temps. Mais vraiment, l'idée c'était d'élever comme ça, et surtout, voilà, de faire en sorte que donner aussi une sorte de consistance, voyez, donc au vide entre les tours, voyez, parce que c'est un vide venteux, voyez. Et là, avec ce bâtiment comme un bathyscaphe, ça lui donnait donc une sorte de substance aquatique, vous voyez, océanique. Voilà, Si le bathyscaphe il peut flotter sur l'esplanade de la Défense, ça veut dire que là, l'air, il a une autre qualité. Voilà, je me laisse pas de voir ce projet. Autre exemple de bâtiment qui est surélevé. C'est le très très beau projet de Renzo Piano pour la Pinacothèque Agnelli, là sur le Lingotto. Là c'est pareil, c'est comme une sorte de bathyscaphe qui est posé sur le bâtiment, qui est surélevé. Ce qui est très beau aussi, c'est que voilà, ce qui est vraiment là encore, c'est pareil, c'est un peu comme comment il s'appelle Falotti tout à l'heure. Vous voyez, il y a deux choses, c'est la structure, là,
Voilà, donc c'est une sorte de paquebot, pas de paquebot, mais de bateau, hein, qui est en cale sèche, voilà, et qui est surélevé comme ça, donc au-dessus du lingoteau. Et surtout, voilà, le truc le plus important, comme c'est un musée avec des toiles qui sont vraiment, enfin, il y a très peu de toiles, mais c'est des Modigliani, enfin, il y a des Picasso, il y a des Braque, enfin, des toiles qui valent des fortunes. C'est presque un coffre-fort pour ce type de toiles. Des toiles qui craignent énormément la lumière. Et donc voilà, ce qui est vraiment mis en avant, vous voyez, c'est juste hein, la toiture par soleil, hein, qui protège hein, justement donc les toiles d'une trop forte luminosité. Voilà, bien sûr, on peut flotter, on peut être suspendu, voilà, effectivement, comme un Christ ressuscité. Voilà, hein, et là, on voit, voilà, vous voyez, tout ce travail, ce très beau travail hein, de la maison de l'Iran, de Claude Parent et André Bloch, hein, où les bâtiments, voilà, ils sont pas simplement posés sur le sol, vous voyez, ils sont pas ancrés sur le sol, hein, mais ils sont suspendus donc à des portiques. Et en plus, ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, il y a 2 blocs de bâtiments, et donc ces 2 blocs sont chaque fois suspendus au portique. Voilà, comme on voit ici, donc sur la structure en construction. Voilà, là on n'est pas, c'est ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que c'est hyper important quand on fait un projet hein, de réfléchir. Voilà. Comment je vais le porter, quoi, voilà. Est-ce que ça va être des pilotis, des poteaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est la différence, vous voyez, entre ça et puis le bâtiment de Myoto, voilà, hein, ou le bâtiment de Le Corbusier, la cité radieuse. Hein. C'est évident que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, disons de la suspension, de la légèreté. Hein. Donc, on n'est pas, vous voyez, chez Myoto, on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, il y a tout un travail. Il y a tout un travail sur la pesanteur, voyez, et la cité radieuse, c'est pareil, il y a tout un travail sur la pesanteur. On sent le poids des choses, voyez. Tandis que là, non, c'est pratiquement l'inverse. Tout à l'heure, c'était une architecture de béton, maintenant c'est une architecture de métal. Hein, mais il y a une vraie volonté, vous voyez, de rendre les choses, voilà, complètement légères, très fines, hein, comme si on pouvait flotter, voilà, sans aucune matière, disons, superflue autour de soi, dans l'espace. Voilà. On est simplement protégé parce qu'on est haut, voilà, à l'abri hein, de nos ennemis. Et cette hauteur, là encore, donc, elle nous permet hein, de contempler et de comprendre hein, le monde autour de nous. Voilà, on voit très bien les doubles portiques hein, qui portent les 2 blocs, qui suspendent voilà, les 2 blocs de bâtiments. Après, le système avec les coursives. Et puis les escaliers, ça aussi c'est toujours un problème quand on fait un bâtiment suspendu, comment on doit faire l'escalier. Et là c'est magistralement fait, parce que les escaliers sont complètement autonomes, hein, ils sont portés par leurs propres colonnes, et donc ils ne viennent pas peser hein, sur le bâtiment en suspension. Voilà, autre exemple, voilà, encore plus dément. Parce que là, putain c'est suspendu, mais en plus, t'as le poids du béton, quoi. Et là, bon, c'est presque une honte de présenter un projet comme ça aujourd'hui en vous disant, regardez comme c'est beau, c'est clair, vous voyez. Parce qu'il y a du béton, putain, tu veux pas en imaginer plus que ça. C'est le truc de, t'as énormément de béton, et quelque part pour très très peu d'espace utile. Je vais revenir là-dessus. Et par contre, ce que permet, hein, ce bâtiment, c'est justement, vous voyez, d'avoir l'idée comme ça, hein, d'être dans un grand plan libre. Voilà, on est soulevé, hein, et puis après, on n'est pas dirigé. On peut faire exactement ce qu'on veut. Le gros problème, c'est qu'il y a juste 2 espaces. Enfin, il y a juste vraiment un espace où on peut faire ce qu'on veut. Enfin, il y en a 2. Il y a la grande salle du musée, et puis donc le parvis en dessous. Et après, on va voir qu'il y a tout un espace intermédiaire où on peut pratiquement rien faire, parce que cet espace-là, il va servir à trouver des dispositifs hein, pour porter les planchers. Voilà, je passe. C'est sûr que elle a choisi le truc quelque part le plus irrationnel, vous voyez, parce que quand on a un machin comme ça à porter, on va pas faire des portiques longitudinaux, vous voyez, on le fait dans l'autre sens, voilà. Mais en faisant des portiques longitudinaux, vous voyez, on arrive à avoir une ouverture maximale, si vous voulez, autant dans la salle, parce que effectivement, quand on est dans la salle, on va le voir tout à l'heure, vous voyez, on voit pas les portiques qui portent, là. Et quand on est en dessous, c'est encore plus dément, parce qu'on comprend pas
hein, comment cette masse de béton, elle peut tenir. Voilà, elle tient, et là, effectivement, là encore, la photo du chantier, elle nous permet de comprendre comment elle tient. Vous voyez, vous avez donc les deux gigantesques portiques en béton. Le portique, il tient en haut, il y a la toiture, hein, c'est des poutres inversées, hein, voilà, qui viennent se greffer, hein, sur les portiques, qui permettent de tenir la toiture. Ensuite, le plancher de la grande salle, il est porté lui aussi, mais par, vous voyez, notre portique, notre poutre, voilà, aussi importante que celle du haut, mais qu'on ne voit pas, hein, puisqu'elle est dans le bâtiment, et qui greffe complètement, vous voyez, le premier étage. Et puis ensuite, vous voyez, la dalle qui recouvre donc le parvis, elle est suspendue. Vous voyez, il y a tout un travail comme ça, il y a que des choix, vous voyez, donc constructifs, il y a que des choix structurels, hein, qui permettent, voilà, vraiment, hein, de penser, hein, ce bâtiment. Voilà, la grande salle, vous voyez, c'est sidérant. Bon, l'idée au départ, bon, non, c'est pas comme ça, parce qu'ils ont tout cloisonné, peut-être ils ont changé, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas allé. Mais voilà, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace, mais complètement ouvert, voilà, hein, avec des simèses vitrées, et les tableaux, donc, accrochés sur les simèses vitrées. Voilà, c'est un espace complètement libre, vous voyez. Et tout ça, voilà, tout ce béton qui n'est pas du tout à décarboner, vous voyez, il sert à ça. Voilà, un espace complètement ouvert. Et puis en bas c'est pareil, c'est même encore plus génial, voilà, parce que là, quand on est là-dessous, on sait pas où on est, quoi. Vous voyez, on sait pas comment on tient la dalle du haut. Vous voyez, on voit pas de poutre, on voit rien, parce qu'effectivement, il y a pas de poutre, il y a pas de poutre inversée, mais il y a des câbles, hein, qui relient. Donc, vous voyez, ce gigantesque plafond en béton, hein, qui le relie donc à la structure du deuxième étage, hein, donc avec une autre gigantesque poutre, et puis d'autres poutrelles, hein, qui tiennent donc les câbles. Et quand on rentre, vous voyez, dans ce premier étage, donc vous avez des retombées de poutres partout, et puis des câbles partout, hein, qui permettent d'avoir cet effet-là. Vous voyez, c'est des choix, c'est fou de faire des choix comme ça. Je pense pas qu'on puisse le refaire aujourd'hui, hein, mais c'est fou que ce soit cette femme, Dina Bombardi, c'est peut-être la plus grande architecte brésilienne, je pense, devant Niemeyer et devant Paulo Mendes da Rocha. Voilà ce qu'elle a pu permettre, quoi. Parce que eux, ils ont, même devant Vila Nova Artigas, Sirinalia, c'est pas possible. Voilà ce que ça permet. Voilà, autre suspension, bon, celle-là peut-être plus connue, mais je sais pas, mais je trouve aussi complètement folle, quoi. Ce bâtiment-là, je trouve, oui, vraiment Foster, j'ai vu, il y a son expo à Paris, bon, j'ai vu l'article dans Télérama qui assassine Foster, bon, c'est facile d'assassiner Foster, mais quand on voit ce truc-là, bon, il n'y a rien à dire, quoi, c'est complètement génial, quoi. Là, il a fait, donc, une tour, et quand on voit la tour de Paye, on me dit que c'est bien, mais moi je trouve que c'est rien, quoi. La tour de Paye qui est là, la tour, je sais pas de quelle banque c'est, vous voyez, c'est rien. Là, sa tour à lui, oui, c'est fou, quoi. En plus, on a l'impression que ce mec-là, là, il doit être chez lui, puis il a dû voir, il y avait des tabourets, bon, il a dit, putain, c'est pas mal les tabourets, et après, il y avait des cintres dans sa penderie, il a dit, putain, c'est pas mal les cintres, et donc, il a fait sa tour, voilà, avec des tabourets et des cintres, quoi, vous voyez. Donc, vous voyez, parce que les piles, là, qui sont ici, là, hein, faut qu'il y en ait 8, voilà, vous voyez. Eh bien, c'est des tabourets qui sont posés les uns sur les autres, mais ça leur donne une solidité, vous voyez, mais à toute épreuve, vous voyez, surtout, donc, ça permet de les contremonter, hein, d'une manière absolue, quoi. Et après, les cintres, eh bien, on va suspendre, vous voyez, chaque fois, hein, les planchers, comment on suspend ta veste, eh bien, tu vas suspendre les planchers, hein, au cintre. Voilà, il a fait ça, putain, on peut pas le critiquer, et c'est surtout pas le mec de Télérama qui peut dire que ce soit sur lui, c'est impossible, tu vois. Voilà. En plus, il a libéré complètement le sol, vous voyez. Là aussi, c'est presque le même effet que la Bombardier, voilà, avec une tour immense, et le sol, il est complètement libéré, quoi. Moi, j'ai fait la photo, il y avait personne, mais déjà, il peut y avoir plein de gens, il est offert à tout le monde. Voilà, ça crée un espace protégé, ça crée un espace public protégé, alors qu'à Hong Kong, c'est vrai que c'est un truc qui manque énormément, vous voyez. Donc, on peut pas critiquer ça, c'est pas possible, quoi, vous voyez, voilà. Et donc là, c'est le gigantesque atrium central.
Voilà, puis on voit, vous voyez, c'est pas des poteaux qui descendent, ce sont vraiment des sustantes qui accrochent les planchers au cintre. Et puis donc on a un gigantesque atrium. Enfin, et par contre, il va pas jusqu'en haut du bâtiment. Et comme il va pas en haut jusqu'au bâtiment, il est très peu éclairé. Et l'autre idée géniale, mais j'en parle à peine, mais c'est l'idée d'avoir des miroirs, vous voyez, qui viennent capter de la lumière du soleil pour la renvoyer dans une voûte miroir, elle aussi, pour que le grand hall, le grand atrium, même s'il n'est pas éclairé, disons, directement, indirectement, il se transforme en cathédrale de lumière. Voilà. Bon, bien sûr, on peut faire des porte-à-faux. Comme là, je trouve c'est fou ce geste. Tu prends ton enfant, tu le mets comme ça. Tu le mets comme ça. Regarde bien, je te tiens, et maintenant, tu m'échappes pas. C'est ce qu'a fait Foster, voilà. Vous mourir, putain. Près de chez moi. Donc, je sais pas comment s'appelle ce truc. J'ai pas pris la bonne. Parce qu'il y a un problème de Château Lacoste, voilà. Donc, dans le midi de la France, voilà. Donc, il y a une grande galerie en porte-à-faux, au-dessus d'une forêt de chênes de chênes verts et de pins. Hein, qui part d'une colline qui est complètement arrimée d'une manière presque invisible, là, vous voyez, au sol. Voilà, on voit le dessin, là, vous voyez, donc c'est des gigantesques poutres treillis. Enfin, tout participe à la structure. C'est des gigantesques poutres treillis, voilà, qui dessinent un parallélépipède, et après dedans on vient mettre une boîte, mais la boîte elle-même, elle a une structure qui vient renforcer la structure principale. Et puis ensuite, alors, vous voyez, vous avez des massifs de fondation avec des câbles qui sont enfoncés très profondément dans le sol. Tout repose sur ce point-là, avec ce point-là. Et puis après, vous avez des câbles qui travaillent en traction et qui retiennent donc le porte-à-faux. Voilà. Tu es là, dans la forêt, voilà, tu vois la puissance, les muscles, les mains qui te tiennent. Et tout ça, ça te permet de voir, voilà, de contempler le paysage. Peu importe ce qu'il y a dans la galerie, quoi, c'est absolument sans intérêt, quoi. L'important, c'est d'être porté, de se sentir porté, de se sentir protégé, d'être porté à bout de bras. Mais solidement, là, et de voir très loin. C'est ça, là, peut-être la jouissance, la vraie jouissance de l'architecture, si vous voulez. C'est pas les frontons, c'est pas Palladio, non, c'est ça, la vraie jouissance, vous voyez. C'est d'être protégé, d'être juste tenu pour pas tomber, mais tenu pour pas tomber, mais par contre, voilà, comme me l'a dit tout à l'heure Georges, voilà, tu restes libre, voilà, tu fais ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas voilà, mais simplement tu regardes, tu es tenu, tu es solidement tenu, pour regarder et comprendre ce paysage. Ce que le serpent qui est en bas, qui t'attend peut-être pour te mordre, lui ne comprendra jamais, quoi. Voilà. En plus, bien sûr, on peut tout mettre en mouvement. Bon, c'est vrai. Bon, j'ai fait un cours, je crois que c'était l'année dernière, sur l'ascenseur au pavillon de l'Arsenal, mais c'est vrai que voilà, l'ascenseur, c'est un truc qui est assez fou, parce que ça permet de mettre l'architecture en mouvement. Vous voyez, comme les corps de femmes qu'on a vu tout à l'heure, c'est des corps en mouvement, là, qui portent les enfants. Voilà, c'est des architectures en mouvement. Voilà. Et donc, l'ascenseur, c'est vrai que c'est ce qui permet bon, maintenant, les ascenseurs, c'est vrai que, voilà, on les enferme connement, comme ici, par exemple, enfin, comme partout d'ailleurs, enfin, on les met dans des gaines en béton, on oublie ce que c'est que l'ascenseur. On oublie que l'ascenseur, c'est ce qui permet de comprendre peut-être l'essence même de l'architecture, qui est de te faire, qui est de te pousser, de t'arracher au sol. Voilà. Et voilà, comme elle, l'Assomption de la Vierge. Bon, voilà, c'est un corps qui monte comme ça, en mouvement, voilà, porté par le Saint-Esprit. Voilà. Et là, c'est encore, excusez-moi, un projet de Foster, mais c'est vrai que ce projet, je le trouve complètement dément.
hein, parce que c'est une galerie d'art, donc à New York, voilà, dans un quartier donc qui bascule, qui est un quartier, je crois, où on vendait des instruments de cuisine, et puis qui devient maintenant un quartier à la mode, artistique. Et cette galerie d'art, si vous voulez, vous voyez, le seul élément qui la caractérise, c'est à travers la façade vitrée, d'avoir, vous voyez, cette gigantesque cabine d'ascenseur. C'est une galerie aussi, voilà, comme la galerie de Rogers tout à l'heure. Mais c'est une galerie qui monte, qui descend, qui peut servir à de multiples choses. On peut faire des concerts dedans, des petits concerts, bien sûr. Elle est toute petite, elle fait peut-être 30 mètres carrés. Hein, on peut faire des expositions. Elle peut servir aussi pour monter les œuvres, mais pas vraiment parce qu'en fait, elle descend pas jusqu'au sol. Hein, elle permet justement de passer du premier au quatrième étage. Et en plus, elle a un mouvement très très lent. Et en plus, on va le voir, elle est très très lourde, hein, puisque ses parois sont en béton. On voit très bien sur la coupe, voilà, là c'est la galerie, vous voyez, on rentre par là. Après là, il y a une double hauteur. On prend un ascenseur ou on prend l'escalier. Et après, donc, on peut prendre l'ascenseur qui monte, quand il sert à descendre les étages, où on peut aller, s'il est là, donc visiter les œuvres qui sont exposées, hein, donc, et qui permettent de compléter hein, l'espace des différents niveaux de galerie. Parce que là, il y a donc un hall d'accueil qui fait un double niveau, puis après, effectivement, donc des espaces d'exposition, et puis enfin, donc, des espaces de réunion et de bureaux. Voilà, c'est l'entrée, hein, parce que l'ascenseur, il descend pas jusqu'en bas. Et là, c'est la masse, vous voyez, hein, de la cabine qui est montée sur vérin, et qui descend et qui monte, voilà, très lentement, avec une autre vitesse, vous voyez, que celle de la ville avec ses voitures. Donc on sent qu'on rentre, voilà, quelque part. C'est ça aussi qui est assez beau, voilà, l'architecture, c'est aussi du mouvement. Hein, et donc au mouvement de la ville, au mouvement des taxis, au mouvement des voitures, au mouvement des gens, des New-Yorkais qui sont toujours pressés, qui se bousculent tout le temps. Donc il y a un autre mouvement, hein, donc qui monte et qui descend, mais qui est extrêmement lent. Voilà. Hein, c'est le temps de l'art, c'est le temps de la méditation, c'est le temps de la réflexion. Voilà la cabine. Voilà, et puis bien sûr, tu peux enlacer avec l'architecture, tu peux enlacer, comme justement la Pietà. Enfin, la Pietà, j'ai toujours trouvé ça dément, parce qu'effectivement, il y a les vierges à l'enfant, et puis après, il y a la Vierge, mais avec le corps mort et gigantesque de son enfant, quoi. Au début, elle est comme ça, et puis à la fin, elle est comme ça, voilà, avec des bras comme des haubans, vous voyez, qui soutiennent hein, le corps du mort, comme des haubans soutiennent un pont. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère, bon, encore Foster, c'est vrai, il ne faut pas prendre à la légère ce pont, c'est vrai il est sidérant, quoi, c'est vrai, voilà, parce que, d'abord, il fait 2,5 km de long, hein, par moment, le tablier est à plus de 350 mètres du bas de la vallée, hein, et quelque part, voilà, on se sent protégé, comme dans les bras hein, de la Pietà, enfin de la mère à l'enfant mort, hein, de la mère au Christ mort, hein, et on se sent protégé, voilà, même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie, même s'il y a des nuages en bas, quoi, hein, et on peut observer, comme dans les bras toujours de sa maman. Alors, Foster, on peut dire ce qu'il veut, il a peut-être, oui, peut-être Foster, il est très méchant, il a employé beaucoup de béton, pas vraiment décarboné. En tout cas, je pense qu'il devait bien aimer sa maman. Voilà. Voilà. Comment la pile du pont, elle s'ouvre, là, hein, pour ne pas prêter prise au vent. Voilà la maquette. Et là, donc ça c'est un truc fou, c'est le projet de piano là pour la maison des avocats. Et lui, putain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le truc de Foster hein, avec des mâts et des haubans. Et les mâts et les haubans, non, ils ne tiennent pas un pont. Ils tiennent simplement donc les plateaux, enfin certains plateaux hein, de la maison des avocats. Donc là, vous avez le bâtiment, il part comme ça, en pointe, et les deux façades sont porteuses, et puis au centre, il y a un noyau central, avec un grand porte-à-faux aussi,
Et les planchers, donc, ils reposent soit sur le noyau central, soit sur les haubans qui ramènent leur pesanteur au mât. Et donc, je dis ça, c'est presque trop simple. Oui, c'est trop simple, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, parce que ces trois étages-là et ces trois niveaux-là, donc, ils sont portés par les haubans. Mais après, les niveaux plus bas, ils sont suspendus. Vous voyez, donc aux niveaux qui sont portés par les haubans. Vous voyez, donc, il y a tout un travail comme ça, complètement délirant, sur la structure. Comment je te porte, voilà, comment t'es porté, voilà. C'est ça, et l'espace est déterminé par ça. Tu vois, c'est pas les murs, c'est pas des cloisons, c'est pas des murs qui zigzaguent, qui serpentent, c'est pas ça, quoi. Non, t'as pas compris, c'est pas ça, tu vois. C'est comment t'es porté, voilà. Quand t'es dans la bibliothèque, et que t'es suspendu, tout est clair, tu vois. Et tu sens quand tu es suspendu, voilà. Et quand t'es dans ton bureau d'avocat, et ben et que tu reçois ton client, putain, ton client, il est content, parce qu'il se dit, là, je me sens protégé. Je vois les haubans, là, putain, ça va pas s'écrouler. Hein, et je suis sûr que j'ai pris le bon avocat. Voilà. Vous comprenez, voilà. Et pourquoi c'est comme ça? Je vais faire la coupe. Voilà, parce que ce bâtiment, il est traité comme un pont, parce qu'en fait, oui, il y a des fleuves dessous, quoi. Enfin, il y a des fleuves. Il y a la ligne 13 du métro, et puis, donc, l'espace pour la sortie de la ligne 14. Donc, vous voyez, tout le sol est grévé, hein, par des flux. Voilà, pas des flux organiques, pas des flux naturels, hein, mais des flux mécaniques. Voilà, c'est l'espace, vous voyez, où tout semble suspendu. Voilà, parce que, en fait, la bibliothèque, tout ça, elle est posée, hein, sur la dalle. Mais, vous voyez, tout l'éclairage comme ça, comme autant d'ostensoirs, hein, c'est suspendu au plafond. Et donc, on a vraiment l'impression, enfin, tout te dit que tu es suspendu. Parce que la dalle, elle n'est pas portée, elle est même pas portée par les haubans qui vont la ramener donc sur les mâts, mais elle est suspendue donc à l'étage supérieur. Voilà. Et pour terminer, bon, je vais revenir là-dessus, ce que j'ai dit au départ. Oui, c'est vrai. Ben ouais, pourquoi je parle de ça, c'est vrai. Pourquoi j'en parle de cette façon-là? Parce que c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit, hein, donc l'introduction, voilà, j'arrête là cette année l'enseignement, et ça fait depuis que je suis à Paris-Val-de-Seine que je travaille là-dessus avec mes étudiants de deuxième année, alors qu'avant, de première année, pardon, le S2, c'est le semestre 2 de première année. Alors qu'avant, je faisais pas ça, et avant, c'est vrai que j'avais des exercices que je faisais faire j'avais une équipe, on faisait des exercices, on faisait par exemple des murs. En fait, pour moi, avant l'architecture, c'était surtout une manière de concevoir l'espace, mais voilà, sans penser à la structure. Les murs, ils pouvaient onduler, peu importe comment ils tenaient, c'est pas grave. Il fallait simplement concevoir des espaces, soit ronds, soit verticaux, soit horizontaux. Et là, finalement, en discutant, une fois, enfin, voilà, des fois, on parle aux gens, et puis on parle comme ça, et après, quand on rentre chez soi, on réfléchit, et puis finalement, on change d'avis. C'est vrai que l'important, c'est pas la forme, c'est pas l'espace en soi, hein, c'est la structure, l'ossature porteuse. C'est ça le fondamental. Et là, c'est vrai que mes étudiants, donc je les fais travailler en deuxième année, hein, sur une thématique, la maison. Donc, ils font des maisons. Ils font des maisons parce que une maison, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai fait une maison, des associations. Bon, voilà, c'est une maison. Et puis ma maison, c'est un logement dans un immeuble. Mais je dis c'est ma maison. Vous voyez, tout est maison quelque part. Vous voyez, l'école quelque part de l'imam. Bon, j'aimerais pas y habiter, mais c'est une maison. Vous voyez, hein, voilà. Donc voilà, tout est maison. Voilà. Et ça aussi, ça permettait aussi de pas trop mettre en avant le programme. Vous voyez, parce que je sais, dans les écoles d'architecture, même en première année, on donne à l'étudiant un programme. Allez, fais le programme. Alors qu'en fait, le programme, c'est un truc très récent. Hein, Palladio, il n'avait pas de programme. Même l'opéra, quand Charles Garnier a fait son opéra, bon, il y avait, je crois, une page à 4 de programme. Il dit, ouais, il devait faire une salle de spectacle, mais c'est lui qui
tout défini, si vous voulez. Voyez. Donc là, on donne un programme, alors le mec, il est là, il fait son programme, et après le prof, il vient avec la règle, puis il mesure, ah putain, non, mais là, t'as 71 mètres carrés, et moi, je t'avais demandé 70. Vous voyez. Bon, ça, je pense, c'est pas comme ça qu'on enseigne, voilà. Et ensuite, donc, on donne un programme, et puis on donne un site. On te dit, le site, c'est super important. Tu dois dialoguer avec le site. Moi, je pense que quand on commence, l'important, justement, c'est de faire des choix structurels. Point barre. Et après, imaginez, voilà. Non pas, voyez, non pas à partir d'un usage, voilà. Ouais, oui, c'est pareil, le prof va te dire, ah oui, mais regarde, là, t'as fait une chambre, mais comment le type, il va aller de son lit aux toilettes? Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En fait, il faut concevoir, vous voyez, des structures, des ossatures porteuses, en employant des tas de systèmes porteurs différents. Et à partir de là, vous voyez, créer définir des espaces, et puis après, voilà, imaginer, voilà, vous voyez, le mode d'emploi. Toi, par exemple, t'achètes un iPhone, voilà, ton iPhone, il a un mode d'emploi, t'es obligé de l'apprendre, sinon tu peux pas téléphoner, quoi, tu vois. Et là, et pour l'architecture, c'est la même chose, parce que les bâtiments, voilà, il faut qu'ils aient leur propre mode d'emploi. Tu vois, c'est pas, tu vas pas, quand on va, voilà, mais Palladio, par exemple, voilà, quand tu vas, comment s'appelle, la Villa Rotonde, voilà, c'est un bâtiment, qui ressemble qui est une église, voilà, et tu habites là-dedans. Voilà. Et ben, je te garantis que quand tu habites dans une église pas centrée, ben, tu habites pas comme dans un appartement de Le Corbusier. Ça, c'est clair et net. Vous voyez. Donc, voilà, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que, voilà, c'est l'architecture, voilà, qui détermine son propre mode d'emploi, qui définit son propre mode d'emploi, qui définit ses usages, qui définit ses rituels d'occupation. Voilà, c'était un exercice, donc il travaille en maquette, des maquettes à grande échelle, donc c'était une maison, bon voilà. Là c'était une maison, il y avait juste un volume à remplir, et il devait choisir, vous voyez, donc chaque fois un système porteur. Voilà, au fond, là par exemple, c'est des voiles porteurs, voilà, qui portent les niveaux, c'est des voiles drapeaux, voilà, qui portent. Vous voyez là, c'est un exosquelette, donc où les éléments porteurs se plombent. Là, c'est un exosquelette, voilà, mais où les éléments porteurs ne se plombent pas, et donc où les dalles donc reportent les charges et participent, vous voyez, complètement de la structure. Voilà, c'est ça l'important. Je pense que quand on enseigne l'architecture, notamment dans les premières années, dans les écoles d'architecture. Voilà, donc il y a 5 exercices sur un semestre. Un semestre, maintenant, c'est plus rien du tout, c'est 3 mois et demi. Donc c'est des choses qui se font très rapidement, 15 jours, 3 semaines maximum. Des grosses maquettes. Et puis aussi, donc, des films, des vidéos. Moi, j'ai pas mis des vidéos parce que je trouve c'est un peu gênant chaque fois quand on les montre. Et là, vous voyez, par exemple, c'était, voilà, un travail sur le soulèvement. Là, vous voyez, donc elle a pris les portiques de Lino Bobardi, et puis après, donc, elle a mis une trame de pièces, voilà, peut-être comme chez Lapierre, je sais pas qui, vous voyez, mais simplement les pièces, elles sont pas toutes au même niveau, et donc, on va voir après que, voilà, c'est justement c'est pour renforcer au maximum, vous voyez, le truc est soulevé, mais la pesanteur est renforcée au maximum. Et en plus, la lumière, voilà, elle vient juste du toit, parce qu'il y a des pare-soleil, donc la lumière tombe du toit, ou alors elle vient des fentes qui sont au niveau du sol. Voilà. Ouais, tout de suite, vous voyez, ça permet de voir que dans cette maison, c'est sûr que on habite les choses complètement différemment. D'abord, on a conscience du soulèvement. On a conscience de la pesanteur. Voilà. On a conscience de la lourdeur de son corps, de sa chair. Vous voyez, voilà. Voilà. On est péniblement, laborieusement, donc arraché, voilà, au sol. Et puis après, à l'intérieur, vous voyez, c'est toute une succession de pièces. Elles sont pas au même niveau, donc il y a des portes chinoises là qui permettent de les relier avec des échelons de piscine. Bien sûr, ça demande donc disons une certaine, presque une performance physique pour pouvoir habiter ce type de bâtiment. Et là, le mec, au fond, il plonge parce que effectivement, il y a dans un des cubes en suspension, c'est une piscine. Non. Autre exemple, pour le pont, la grue traversée, c'est ce bâtiment grue, voilà, vous voyez, donc tout est suspendu. Donc il y a un grand poteau central, et puis d'un côté il y a les pièces d'habitation qui sont suspendues. Soit elles sont complètement ouvertes sur le paysage, pour bien faire voir les 6 pentes,
soit effectivement, vous voyez, l'étage du bas, hein, ces deux grandes poutres hein, qui permettent de maintenir donc une pièce commune hein, qui est fermée. Et là aussi tout de suite, voilà, on peut imaginer vous voyez, des tas d'usages, hein, des tas d'occupations, hein, un mode d'emploi très spécifique hein, pour cette maison. Voilà, le contrepoids, là, c'est tous les espaces techniques de la maison, pareil pour la pile, elle contient donc hein, tous les fluides, hein, tous les réseaux hein, sur lesquels les étages peuvent venir se connecter. Voilà, autre exemple, on l'a vu en maquette tout à l'heure, là c'est un exosquelette hein, très, très simple. Et là, vous voyez, cet exosquelette, donc, voilà, il permet d'avoir différentes hauteurs, voilà, sous plafond, voilà, effectivement. Et puis, donc, disons, la possibilité d'usage, voilà, elle est déterminée uniquement, voilà, pas par des murs, hein, mais uniquement, donc, par la hauteur hein, sous le plafond. Voilà, on peut faire... Quand c'est bas, voilà, il peut y avoir les jeux d'enfants, et puis quand c'est haut, on peut faire autre chose. Là, c'était le porte-à-faux, c'est un exercice où on devait, disons, construire dans la pente, hein, donc sur une falaise. Et donc là, cette étudiante avait creusé les chambres, les cuisines dans la falaise. Et puis ensuite, il y avait les grands espaces de réception hein, qui étaient complètement ouverts donc sur le paysage. Voilà, on arrivait par en haut, on pouvait garer sa voiture en haut, et après, avec une rampe, un peu comme la rampe de Mycène qui permet de descendre dans la tombe d'Agamemnon. On entrait dans le séjour totalement ouvert sur le paysage. Et là, bien sûr, on pouvait plonger dans la piscine donc de la pièce complètement ouverte hein, au-dessous du séjour. Voilà, autre exemple encore, le mouvement. C'était l'idée d'avoir une façade là, qui reprend mais toutes ces thématiques-là, parce qu'il n'y a pas... Bon, j'ai fait voir le truc de Foster, mais il y a des tas de choses comme ça. Il y a tous les projets constructivistes là, des frères Vesnin pour la Pravda. Vous voyez pourquoi? C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi on avait renoncé à ça. Vous voyez, les ascenseurs, aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a les ascenseurs dans les hôtels de John Portman qui sont fabuleux, qui sont fantastiques, mais en général, voilà, l'ascenseur, on l'enferme dans une gaine de béton, alors que ça peut être un espace totalement dément. Il y a pas longtemps, je suis allé à Dubaï, là, dans l'aéroport. Bon, c'est nul, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ces gigantesques ascenseurs, où il y a des centaines de personnes, des cabines où des centaines de personnes rentrent, et donc il y a des flux comme ça, 100 personnes rentrent, l'ascenseur descend, 100 personnes sortent. Voilà, c'est sidérant, c'est sidérant. L'aéroport, il est sauvé, vous voyez, uniquement par ces ascenseurs. Et là, donc, elle avait mis les ascenseurs, là, un grand ascenseur en façade, hein, comme chez Foster, mais Foster ne le connaissait pas. Donc, il n'y avait pas de référence directe. Voilà, ou là, par contre, elle avait travaillé, vous voyez, sur... Voilà, l'enlacement, voilà, le haut-banc. Voilà, quand on voit un haut-banc, on se dit, putain, ça c'est un truc technique. Moi-même, au début, c'est vrai, les ponts Moubanais, je trouvais que ça c'était vraiment l'architecture d'ingénieur, pas l'architecte. En fait, pas du tout, putain, pas du tout. Voilà, quand tu vois la Vierge comme ça qui porte le corps, tu comprends que non, c'est un truc qui est complètement investi, qui peut être complètement investi par l'architecture. Quand tu vois le truc de piano, c'est peut-être un de ses plus beaux projets, la Maison des Avocats, hein, donc à Paris, hein, c'est un truc qui peut être investi, bien sûr, par les architectes. Et bien sûr, donc, le pont de Millau de Foster, c'était vraiment le plus beau, voilà, quoi qu'on pense, le regretté Jacques Mondelat qui avait participé au concours, ce projet, il est absolument génial. Et c'est vraiment un projet d'architecte, pas d'ingénieur. Voilà, elle avait fait pareil, donc des mâts, voilà, avec des haubans hein, qui tiennent les plateaux, et puis au-dessus du mât, bon ça bien sûr c'est une première année, donc elle n'a pas pu se poser toutes les questions qu'un architecte doit se poser. Après, il y a des écrans comme ça qui viennent, qui reposent, mais on ne sait pas trop comment ça repose, mais qui reposent eux aussi sur le portique, mais d'une façon différente, hein, ils viennent se clipser sur le portique, tandis que les plateaux, eux, ils sont suspendus par ces haubans. Voilà, hein, portés, enlacés, hein,
Imaginez, voilà, vous voyez, hein, donc quand vous faites un projet, hein, que l'important, voilà, c'est pas la forme, c'est comment vous allez porter, hein, les occupants, hein, qui vont l'utiliser, qui vont l'habiter. Voilà. Pour pas que ce soit des utilisateurs, mais vraiment des habitants. Voilà, hein. Comme le Christ, hein, qui est porté par sa maman. Hein, c'est pas un utilisateur. Hein. Il n'utilise pas les seins de sa maman. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment l'habitant. Hein, voilà. Hein, l'habitant. Hein, donc, et quelque part, c'est vrai que l'architecture, c'est évident. Donc, hein, c'est comme un corps prothétique, hein, qui vient remplacer donc le corps de chair. Merci. Merci Richard pour cette magnifique liberté de parole et liberté de regard. Traditionnellement, et comme tu l'as rappelé avant de commencer ta conférence, les conférences sont des lieux de parole et des lieux de débat, puisque le débat en architecture, il est rare, il se passe rarement dans le milieu professionnel, parfois dans les revues, et c'est bien difficile, mais il devrait surtout avoir lieu dans les écoles, et c'est vous qui portez ces débats et ces questionnements. Donc traditionnellement, entre autres, dans notre école aussi, à la fin des conférences, on passe la parole au public, afin d'enclencher soit un débat, en tout cas des questions-réponses, si tu veux bien te prêter à ce jeu aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Pas très dur les questions, s'il vous plaît. Vous avez parlé de différentes façons dont le vent lève la tête pour voir l'horizon, mais quand vous voyez l'antonyme et puis le fait de creuser sur la terre pour trouver un refuge sur terrain, qu'est-ce que vous en pensez de l'antonyme, de ce que vous venez d'expliquer? Pas de s'élever, c'est porter ces différentes façons, mais plutôt de creuser sur la terre pour créer un projet architectural. Je sais pas si j'ai très bien compris, mais en fait, voilà, c'est vrai que j'ai parlé d'une chose, vous voyez, hein, c'est porter, soulever. Peut-être, si vous voulez, je reviendrai l'année prochaine et je parlerai de creuser, de s'enterrer. Vous voyez, pourquoi pas? C'est pas, c'est pas. Vous voyez, les discours, c'est important d'en avoir plein. Vous voyez, hein. Comme il y a des mythes qui se contredisent tous, vous voyez, donc voilà, c'est important de se dire, de réfléchir à ce qui est important et de réfléchir à une réponse. Vous voyez, donc pour ce qui est important. Tout en sachant très bien que cette réponse, non, elle est pas absolue. C'est une réponse. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Et effectivement, donc je suis parti de là, mais je pourrais peut-être dire l'inverse. C'est vrai. Pourquoi on s'enfermerait pas? Pourquoi finalement la finalité de l'architecture ce serait pas de nous enfermer, voilà, comme une taupe dans son terrier, vous voyez, dans sa taupinière, vous voyez. Pourquoi pas? Il y a des très beaux textes de Kafka là-dessus, là, sur la taupe qui est dans sa taupinière, qui entend des bruits de l'extérieur, qui attend ses ennemis constamment. Mais pourquoi ne pas avoir le discours inverse, quelque part? Mais remarquez, je pense que ça serait quand même, malgré tout, ça serait peut-être, disons, ça serait presque un peu plus dystopique, si on veut, voilà, vous voyez, parce que ça serait plus paranoïaque, plus dystopique, vous voyez, parce que quand on pense, on parle de grotte, vous voyez, on parle effectivement de la taupe, ou de la bête qui vit dans son terrier, voilà, c'est la nouvelle de Kafka, le terrier. Hein, on parle aussi, donc, de Denis, le tyran de Syracuse, avec sa grotte, où il écoutait, donc, il pouvait écouter, donc, tout ce qu'on disait de lui, etc. Pourquoi pas? C'est vrai on peut très bien le développer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, d'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence qui était très intéressante. En 2015, vous donniez une conférence à Versailles où vous décriviez les 4 concepts fondamentaux de l'architecture qui étaient, selon vous, l'objet, l'écran, le milieu et l'événement.
Voilà, comment associez-vous ces concepts-là par rapport à votre conférence de ce soir? Non, merci de me poser cette question. Mais en fait, si vous voulez, voilà, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de réfléchir. C'est pas ressasser toujours les mêmes choses, quoi, vous voyez. Donc, à cette époque-là, c'est vrai que je pensais avoir trouvé quelque chose j'ai pensé avoir trouvé un petit peu la clé de l'architecture contemporaine, avec cette question de l'objet, parce que c'est vrai que, voilà, on fabrique les objets. Là, récemment, j'avais parlé d'un concours dans DA, un concours ça s'appelle, je ne me souviens pas du nom, c'est des laboratoires en blanc. Voilà. Donc effectivement, tous les architectes ont répondu par des objets. Bah, en plus, sa clé, donc c'est pas une ville, quoi. C'est pas ce que c'est finalement. C'est vraiment. Donc on peut. C'est le biotope où on peut effectivement le mieux possible donc cultiver. Voilà, c'est des objets comme j'en parle dans mon livre. Voilà, c'est vrai, d'accord. Voilà, j'en parlais dans mon livre. Voilà, donc il y avait l'objet. Voilà, c'est vrai qu'on est quand même, c'est vrai qu'on est entouré d'objets. Mais quelque part, si vous voulez, voilà, merci de m'avoir posé cette question, parce qu'elle est très gênante. Mais finalement, je vous l'ai dit aussi, voilà, à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose. Voilà. Comme votre camarade m'a dit tout à l'heure, mais pourquoi tu ne penses pas au terrier? Ben ouais, bien sûr, je vais y penser la semaine prochaine. Si vous voulez, l'année prochaine, je reviens. Je fais une conférence au terrier où je dirais exactement le contraire de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est pas ça l'important. Vous voyez. Une fois, je me rappelle, j'avais dit un truc à Paul Virilio. J'avais dit, voilà, du moment il y a un truc, c'est la réversibilité des concepts. Tu dis un truc, et puis le lendemain, tu dis autre chose. Finalement, quelque part, c'est pas tellement ce que tu dis qui est important, c'est justement le problème que tu soulèves. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Et après, au problème, voilà, il peut y avoir de multiples réponses. Voilà. C'est pas, voilà, peut-être on va me dire, tu te contredis. Oui, bien sûr, je me contredis parce que si vous voulez, sinon, on finit par s'enfermer dans un discours, dire toujours les mêmes choses, et on finit par s'enterrer vraiment. Là, vous voyez, ça, c'est. Hein, donc, voilà, je vous remercie de m'avoir posé cette question, mais voilà, moi je réclame le droit justement, vous voyez, de réfléchir à des choses. De toute façon, c'est toujours les mêmes choses auxquelles je réfléchis, c'est toujours des choses qui concernent l'architecture, mais chaque fois, vous voyez, développer des lignes de fuite différentes. Et d'ailleurs, si vous voulez, c'est ça aussi la question quand on lit un auteur. On peut lire, je sais pas, Deleuze, on peut lire, je sais pas qui, Sloterdijk. C'est vrai que par moment, on voit très bien qu'il bifurque, si vous voulez. Vous voyez, Sloterdijk, dans les derniers livres, c'est pas les premiers livres, c'est pas la même chose. Vous voyez, dans les premiers livres, effectivement, bon, c'est d'ailleurs ce que je dis, c'est très proche de ce qu'il dit, hein, c'est sûr, puisque l'histoire de petit homme, tout ça, qui naît avant terme, c'est de lui que je le tiens. Hein, mais au départ, c'est vrai qu'il y avait un côté, disons, un peu cynique, quelque part, vous voyez. Et puis maintenant, dans les livres plus récents, comme par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, oui, il commence à s'intéresser donc à l'écologie, il commence à s'intéresser à ça, alors qu'avant il s'intéressait pas du tout. Donc, il faut pas. Il revient toujours sur les mêmes termes, mais toujours par des angles différents. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à considérer les penseurs comme des monolithes, alors qu'en fait, non, là, c'est pas des monolithes. Vous voyez, c'est évident que. Enfin, si, il y a des thématiques qui reviennent constamment, mais les réponses qu'ils apportent, elles sont, disons, contrastées. C'est évident. Voilà. Enfin, c'est la pensée qui est comme ça. Voilà, vous voyez, c'est voilà la pensée. Vous voyez, enfin tout ce qui est dit par Leibniz là-dessus, ou tu vois, tout ce qui a été repris. Voilà, la pensée, c'est des chemins qui bifurquent. Là. Vous voyez, on a des choix à faire. On fait ce choix-là. Et peut-être qu'on aurait pu faire l'autre. Et peut-être que il y a peut-être des mondes. Dans notre monde, effectivement, on est le monde où on a fait disons, un certain type de choix, mais il peut très bien exister un autre monde où on aurait fait d'autres choix, si vous voulez. Donc, voilà, cette question que vous posez, elle est vraiment hyper intéressante. Et je vous remercie d'avoir posé, j'espère y avoir répondu. Mais je pense que si vous voulez, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent en disant, oh, il dit n'importe quoi, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Mais non, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que l'important, effectivement, c'est se poser toujours les mêmes choses. La question de l'objet architectural, voilà, je l'ai posée aujourd'hui. Et c'est vrai que, vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, voilà, je posais d'ailleurs énormément, vous voyez, la structure à l'objet. Voilà, parce que donc à cette époque-là, c'est vrai que quand on regarde ça, bon ben voilà,
c'est quoi? C'est pas de structure, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas comment ça marche, tu vois. Voilà, et le téléphone, c'est encore pire, tu vois. Voilà. Mais par contre, on n'habite pas dans la souris, on n'habite pas dans son téléphone, et donc on peut peut-être, voilà, là encore bifurquer, voilà, puis penser des choses, revenir en arrière, et puis changer de direction, et puis voilà, prendre le chemin qui bifurque, qui est aussi, c'est aussi une nouvelle de Borges, le sentier au chemin qui bifurque. On peut revenir en arrière et puis, vous voyez, prendre d'autres directions. C'est ça la vie, quoi. C'est ça. Quelque part, s'il y a un plaisir dans la vie, putain, c'est celui-là, quoi. Excusez-moi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Alors pour conclure, merci beaucoup. Je me posais moi juste une petite question. Où est le Crown Hall suspendu de Miss Van der Rohe à Chicago? Sur la question des porte-à-faux, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, j'aurais bien voulu que, parce que j'enseigne dans cette école, tu dises sur la grande bibliothèque de France de l'OMA que tu as porté si haut que j'étais chef de projet. Ah bon, merci de me le rappeler. Merci à tous, bonne soirée.